Salut Franck, salut à tous. Salut César, bonjour tout le monde. On va aborder un sujet exceptionnel aujourd'hui qui est très loin des sujets de la chaîne, puisque vous le savez, Franck avec les deux basses ou sur cette chaîne Les Chasseurs de Décote, on a plutôt pour objectif de parler d'actifs finalement décotés, sous-évalués par rapport au marché. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que vous connaissez tous, dont la presse parle énormément. On va parler du Bitcoin pour savoir si est-ce que le Bitcoin c'est une valeur d'avenir, est-ce que c'est une valeur de réserve, est-ce que finalement il faut investir dans le Bitcoin ou pas. On vous donnera nous nos avis personnels sans que ce soit des conseils. On va aborder un peu tout ça, mais on trouvait intéressant parce que vous avez été nombreux à nous dire que le sujet vous intéressait, à en parler un peu. Donc on va parler aujourd'hui de ce sujet ensemble. Voilà, Franck, si tu as un petit mot pour démarrer un peu cet échange. Ouais, je pense que ça va être intéressant. Bon, on va essayer de faire une version où César va trouver des arguments plutôt pro Bitcoin et moi je vais, avec mes pieds sur terre, côté rationnel, tangible, je vais plutôt avoir des contre-arguments sur le fait que le investir dans le Bitcoin est rationnel. Vas-y César, quand tu veux, c'est parti. Ouais, en fait, pourquoi est-ce qu'on a voulu aussi faire cette vidéo? On en a parlé un petit peu en off avec Franck, et c'est vrai que moi je revenais sur la définition de ce qu'est la monnaie. Faut pas oublier que dans les temps pas immémoriaux, mais en tout cas au départ avant la monnaie, il y avait le troc, et pour fluidifier finalement les échanges marchands, on a inventé la fiducie, donc c'était au départ des pièces avec même des poinçons, des trous dedans. Ensuite il y a eu l'or, ensuite il y a eu l'impression, et tout ça est venu créer une forme de liquidité sur le marché pour permettre des échanges plus simple. Et finalement, la question qu'on peut se poser, c'est que le pendant de la monnaie, c'est la confiance. Et ce que je disais à Franck, et c'était une base de mon argumentaire, c'est que finalement, aujourd'hui, le Bitcoin, et on pourra revenir sur les pourquoi du comment, et moi je ferai une distinction claire entre Bitcoin, crypto-monnaie et DeFi, pour Decentralized Finance. J'estime qu'aujourd'hui, le Bitcoin est à un stade où il est en train, ou en tout cas en passe d'être institutionnalisé, et en ça, il y a un vrai axe porteur de confiance, notamment autour d'institutions et d'États, qui, à minima, rassurent en fait une partie de la population. C'est vrai que là aujourd'hui le Bitcoin il est complètement institutionnalisé avec tous les ETF, toutes les boîtes qui investissent dedans. Et c'est devenu en fait un actif incontournable. Mais c'est pas parce que c'est un actif incontournable dont on parle tous les jours que c'est un actif qui a du potentiel. Bien sûr, quand tu regardes l'histoire sur les 15 dernières années, j'ai complètement faux quand je dis ça. Mais c'est parce qu'il y a un narratif très puissant et très long qui va se répéter à l'avenir. Mais ça, le storytelling et toute l'histoire et tout le narratif sur le Bitcoin est tellement fort. Il y a eu des performances sur le Bitcoin qui sont tellement hors normes sur des fois 20, fois 100. C'est quoi le maximum? Je dis des bêtises, c'est plusieurs milliers de fois. Donc si t'as des fortunes qui sont faites sur ce crypto, et moi j'aime bien crypto, la notion de crypto actif. Pour moi, c'est pas un actif, mais ça me fait marrer. Euh, et bah, il y a une forme d'auto-persuasion, c'est autoréalisateur. Et on arrive aujourd'hui à trouver des narratifs qui évoluent avec le temps. Et pour moi, c'est une pyramide de Ponzi, c'est la plus longue de l'histoire. Et elle se perpétue et on arrive toujours à trouver des arguments pour continuer à donner de la valeur entre guillemets, à cet actif. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, mais avant ça, je serais déjà d'accord avec toi sur un point, c'est que moi, je ne sais pas valoriser le Bitcoin aujourd'hui. Ça ne produit pas de cash, voilà, donc j'ai du mal à y apporter une valeur tangible. Et petit point de transparence, moi aujourd'hui, j'ai un tout petit peu d'Ether, mais plus par, j'allais dire, un terrain intellectuel, mais je ne suis pas ni Ether maximaliste, ni Bitcoin maximaliste, et j'en ai pas, ou très peu, très très peu dans mon portefeuille. Premier sujet. Ensuite, pour venir te challenger un peu, Franck, mais est-ce que du coup, on pourrait pas se dire la même chose de l'or? L'or est là depuis des millénaires et finalement a aujourd'hui une valeur de refuge pour beaucoup qui est souvent décorrélée. On dit souvent qu'il faut acheter de l'or quand le marché va pas bien. C'est une belle protection aussi contre l'inflation. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te disent que le Bitcoin finalement est un or numérique aujourd'hui? C'est marrant parce que le Bitcoin, il a eu plusieurs rôles. Alors, au début, c'était un moyen de paiement, puis on s'est rendu compte que non, ça marchait pas, il y avait trop de fluctuations. Bon, c'est un peu moins le cas. Le prix est quand même, le cours est moins volatile, mais ça mettait trop de temps, problème de confiance, fallait avoir les terminaux et tout. Donc, le moyen de paiement, ok, on a abandonné. Donc, crypto-monnaie, faut rappeler, hein, nous, on a des formations finance économie, donc on sait ce que c'est une monnaie, donc c'est moyen de paiement, réserve de valeur et aussi une capacité d'épargne. Le troisième point, je sais plus, c'est le fait que ce soit créé par une banque avec un état en collatéral, il me semble. Bref.
Et donc, la crypto-monnaie, le Bitcoin, était devenu un moyen de paiement. Donc, c'était une monnaie, ce qui n'est plus le cas. Ah, ensuite, c'est devenu de l'or numérique et alternative à l'or qu'on connaît tous. Et après, il y a eu tout le narratif sur NFT, blockchain, etc. Donc, on arrivait toujours à trouver des choses pour pour justifier le cours du Bitcoin et le fait que ça va s'envoler. Après, tu as des États qui l'ont transformé en monnaie de référence et ça n'a pas très bien marché. Je pense à Salvador qui s'est fait taper sur les doigts par le FMI et donc ils ont dû faire marche arrière. Donc ça, c'est, on peut trouver des arguments quand ils sautent et ben finalement on arrive à en trouver d'autres et on réussit à justifier le truc. Et puis après, tu as le parcours. Comme le parcours, que ça fonctionne très bien, forcément, moi j'ai rien à dire. Sur le fait de le remplacer par l'or, remplacer l'or par du Bitcoin. L'or, tu as un coût d'extraction. Donc, tu as le coût d'extraction, tu peux dire que ça vaut au moins son coût d'extraction. Aujourd'hui, je dirais, pour créer de nouvelles mines, je pense qu'il faut au moins 1 500 $. Bon, l'or, c'est à 3 000 $. Et pour, ouais, 1 500, 2 000 $. Autre chose, l'or, c'est tangible. Demain, tu as une pièce de monnaie en or, tu as un petit côté artistique, tu peux le toucher. Il existe, il est là, tu peux le mettre dans un coffre. Si une panne d'électricité, t'as plus ton ledger ou je sais pas quoi pour avoir récupéré ton wallet, l'or est toujours là, même si c'est à la banque, tu peux toujours l'avoir. T'as le côté tangible. T'as l'usage industriel, ce qui n'est pas le cas du Bitcoin. Tu as besoin de l'or pour pour des circuits imprimés. T'as des usages d'un point de vue qui ont des l'or a un intérêt sur ses particularités physiques. Et t'as aussi le côté bijouterie qui existe depuis des millénaires. Donc bien sûr, ça peut évoluer du jour au lendemain, ça peut disparaître, mais l'or existe depuis plusieurs millénaires. On l'utilise donc en réserve de valeur, en bijouterie et en monnaie. Donc pour moi, c'est pas complètement comparable. T'as plusieurs aspects sur l'or qui n'existent pas pour le Bitcoin. Alors je vais répondre à ça. Je suis et d'accord et pas d'accord. Je suis d'accord dans la mesure où en fait aujourd'hui il peut se passer n'importe quoi, une panne informatique mondiale. Il y a beaucoup de fausses promesses potentiellement avec le Bitcoin. D'un autre côté, de comparer l'or et le Bitcoin, je comprends l'intérêt dans la mesure où bah, en fait aujourd'hui d'abord le Bitcoin est complètement décentralisé. Aujourd'hui, le halving, donc la capacité de miner rapporte moins qu'avant, mais il y a aussi un nombre limité de Bitcoin, ce qui en fait crée un effet de rareté. Prendrait l'analogie sur les sacs Kelly et Birkin de Chanel qui finalement la faible offre crée une demande importante. Ça peut être aussi le cas avec le Bitcoin. Et après, il y a une capacité aussi d'échange plus facile. Aujourd'hui, se transporter pour les plus les plus gros patrimoines ou les plus gros États qui ont des coffres blindés de lingots, bah, c'est effectivement plus simple de détenir des bitcoins. Et puis j'en reviens à la notion de confiance. En fait, les arguments de dire que ça existe et que c'est présent depuis des millénaires, pour moi, le corollaire de ça, c'est plutôt la confiance que les gens y engagent et le sentiment que ça peut donner. On en parlait un petit peu en off par rapport aux crises financières. C'est que plus on avance, plus il y a un phénomène de bulle et moins les gens potentiellement ont confiance dans un système. Et Bitcoin a été aussi en partie créé à travers ce narratif-là, hein, presque, c'était les cyberpunks, donc ces gens un peu révolutionnaires, pour finalement sortir de ce système et des banques centrales en ayant une monnaie complètement décentralisée. Et je te rejoins, il y a eu plein de narratifs autour de ça, mais finalement on en revient à ce schéma autour de la confiance. Et donc c'est ce qui me fait dire qu'en fait je ne sais pas pricer Bitcoin, mais qu'il est possible que Bitcoin aille à 1 million de dollars. J'en achète pas personnellement et c'est pas une question de conviction, c'est parce que j'estime que je sais pas le pricer, donc j'ai peut-être des sujets d'asymétrie, on va dire gain bénéfice plus important à un instant T. Et peut-être que effectivement, tu vas nous dire ce que toi t'en penses, mais d'avoir 1% de son patrimoine en Bitcoin en se disant que finalement si on perd que 1%, mais si on gagne, on peut faire potentiellement plus que la mise initiale, ça pourrait avoir du sens. En fait, rationnellement, je suis d'accord avec toi. Il faudrait en avoir dans une petite portion de son patrimoine. Moi, je le fais pas parce que j'y arrive pas. Ça me parle, c'est trop intangible. J'aime pas être dans le flux, dans le consensus. J'ai l'impression d'être tout le temps que c'est un effet de mode, alors que l'histoire me donne tort, hein. Mais potentiellement, faudrait en avoir. Pourquoi? Pourquoi c'est intéressant d'en avoir? Parce que le potentiel il est infini pour un risque de perte seulement entre guillemets 100%. Donc tu peux faire fois 100 et puis le risque c'est une perte de 100%. Donc oui, oui, pourquoi ne pas en avoir pour 0,1, 0,5% de son portefeuille? Pourquoi pas? Ça me parle pas. Sur le fait, moi, sur le fait que ce soit une monnaie, réserve de valeur et tout, pour moi, le Bitcoin et tous les crypto-monnaies en général, pour moi, c'est les crypto-browsers des geeks
les geeks de la Silicon Valley ou à travers le monde qui se prennent pour des prix Nobel d'économie et qui ont compris comment fonctionne la monnaie et l'économie en général. Tout le monde se prend pour des économistes de 20 ans de carrière, doctorat en économie, etc. Euh, et tout ce que les économistes et ceux qui ont des formations en finance et en économie, en fait, on n'a rien compris. On est les anciens, on est dépassés. Et pour moi, ce paradigme, il y a une nouvelle histoire, un progrès technologique qui arrive et qui remplace tout le passé. C'est typique d'une bulle, en fait. Enfin, de tout ce que j'ai lu sur les bulles en général, le fait de dire les anciens, ils ont rien compris, nous, on est nouveau, il y a une nouvelle techno qui arrive, ça va tout dépasser, ça va tout remplacer. C'est typiquement le, 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 l'histoire de la bulle, c'est toujours le fait que ce qui arrive va remplacer l'existant et nous, les anciens, entre guillemets, enfin, je sais pas si on peut considérer que je suis un ancien, environ 40 ans, on est dépassé et on va se faire dépasser. Moi, j'aime bien, c'est Taleb, en fait, Nassim Taleb, donc j'aime beaucoup le économiste, mathématicien, théoricien du hasard, philosophe. Au début, il était hyper convaincu par la crypto-monnaie, par le Bitcoin, parce que justement, c'était décentralisé, ça n'appartenait à personne. Donc c'était un pro Bitcoin, un pro, on peut dire browser aussi, Bitcoin. Et puis après, il s'est rendu compte que, mais en fait, ça sert à rien. C'est purement un produit spéculatif. Et il a tout de suite, après, au bout de quelques mois, il a changé complètement son discours. Il a dit, c'est un Ponzi, ça sert à rien. Et je le rejoins dans ce sens-là. Il faut avoir conscience, pour ceux qui investissent, qui veulent acheter du Bitcoin, qui pensent qu'il y a du potentiel, c'est un pur produit spéculatif. S'il a été aujourd'hui autant institutionnalisé, c'est parce qu'il y a de l'argent à faire derrière et que c'est le produit spéculatif par définition. Je te rejoins sur deux choses, là où je suis complètement d'accord avec toi. La première, c'est que c'est un écosystème propre au Ponzi, entre les NFT, la DeFi, donc Decentralized Finance, tous les mêmes coins. En fait, ce qui est certain, c'est que 99%, si ce n'est plus, des protocoles aujourd'hui, demain disparaîtront. Il y a eu tellement de faillites en cascade, d'escroqueries avec SBF, on se souvient, et plein de sujets autour de ça, qu'en fait, ça ne serait presque pas sain de dire que c'est un écosystème j'allais dire, ultra legit là-dessus. Ce qui est certain, c'est qu'il faut faire extrêmement attention pour même ceux qui s'y intéressent. Ensuite, l'aspect spéculatif, aujourd'hui, il est mis en avant et tu as l'impression que tout le monde peut devenir millionnaire en investissant dans des cryptos. Donc c'est le phénomène de bulle, clairement, qu'on a connu à plusieurs reprises, puisqu'il y a eu plein de ce que certains appellent des bull runs, donc des marchés haussiers, et en fait qui sont aussi propres au phénomène de bulle. Et en effet, parce que tu n'as pas de fondamentaux, et personne n'a jamais investi dans une crypto en se disant voilà ce qu'elle arrive à générer comme cash, et donc j'investis dessus par rapport à des multiples. Ou alors les gens vont investir dans les tokens des boîtes qui sont en train de se construire, mais là aussi, la résonance était très très forte. Donc je te rejoins complètement là-dessus. Ah Ensuite, oui, c'est vrai, le il y a une dernier sujet époque. pour moi, c'est un... Ah, vas-y, vas-y. Je t'en prie, vas-y, vas-y. Il y a une époque aussi, c'était les ICO là. Euh, c'est remplacé les IPO, donc les introductions en bourse, mais avec des cryptos. J'ai oublié ce narratif-là. Et oui, je voulais te dire sur le fait que ce soit un Ponzi. En fait, le prix, comme tu le dis, il n'y a aucun flux, donc ça crée aucune valeur, ça fait aucun flux, il n'y a pas de rendement. Donc en fait, la valeur, elle est liée juste au fait qu'il y ait une demande. Si demain il n'y a plus de demande et qu'il n'y a plus d'acheteurs, comment le prix va être maintenu? Donc c'est typiquement un produit de spéculation confiance. Euh, Ouais, aujourd'hui, je suis complètement d'accord avec ça. C'est-à-dire que moi, vraiment, j'insiste sur cet aspect confiance, et c'est pour ça que je trouve que la phase d'institutionnalisation est importante pour les gens qui se disent légitimement, j'ai envie d'avoir X% de mon portefeuille en Bitcoin, plus qu'en crypto. On a expliqué un peu les différences, et parce que justement, il y a ce cadre d'institutionnalisation. Alors après, il y a tout un tas de risques, hein. Il suffit que Satoshi réapparaisse sur le marché, et je sais pas combien de Bitcoin il a, mais en tout cas, ça fait au moins plusieurs dizaines de milliards, donc ça fausserait le marché. Il y aurait peut-être une perte de confiance. Aujourd'hui, les gens l'associent à l'or numérique, mais on constate qu'il y a une corrélation et voire une amplitude quand il y a des baisses sur le marché par rapport aux baisses des cryptos. Donc, c'est pas une réserve et une protection aujourd'hui, mais plutôt un amplificateur. Donc, à quel moment on passerait ce stade, et j'utilise bien du conditionnel, pour une réelle réserve de valeur numérique? On n'en est pas encore là, même si, on en parlait en off, certains États vont venir collectionner finalement les bitcoins repris aux trafiquants et donc les garder et pas forcément les convertir. On sait que l'État français, le Trésor, l'a fait aussi un peu. Donc les choses malgré tout changent. Et c'est intéressant de voir ce narratif. Comme tu le disais, il y en a eu, il a été très changeant, mais ce narratif-là est intéressant. ouais, c'est vrai que là, par exemple, je trouve que cette stratégie des États de garder ces actifs numériques qui ont été
perçus par le crime organisé ou qui sont gardés en valeur. Pourquoi pas? C'est un coût zéro pour l'État. Pourquoi pas? C'est une bonne idée. Mais se créer et acheter directement sur le marché des crypto-monnaies, non, je pense pas que ce soit une bonne idée. Je voulais revenir sur, mince, j'ai oublié sur quel point. Euh, le côté institutionnel, oui, c'est rassurant, mais c'est pas pour ça que c'est un gage sur le fait que c'est pas pour ça que ça peut pas chuter demain de 90%. Voilà. Je serais curieux d'avoir ton avis sur un phénomène qui s'est amplifié ces derniers mois. C'est les Bitcoin Treasury Company. Enfin, il n'y a pas que les Bitcoins, il y a tous les cryptos. Alors, c'est les boîtes qui annoncent un revirement stratégique soudain, tout d'un coup. Ils gardent leur métier phare, mais ils disent à côté qu'ils maintenant ils vont acheter des Bitcoins. Et juste le fait d'annoncer cet achat, le cours de bourse explose, les valos explosent. J'ai eu en portefeuille, enfin je vous ai expliqué, je suis MicroStrategy avec son emblématique fondateur Michael Saylor. Donc lui c'est vraiment, il a émis des actions, des obligations pour acheter des bitcoins vraiment en levier. Et il a eu un frère japonais qui s'appelle Metaplanet. Donc cette entreprise qui est cotée, elle gère des hôtels. Et début juillet, cette entreprise, elle était valorisée 5 fois sa valeur en bitcoin. Donc j'ai commencé à la vendre à découvert. Et aujourd'hui, un mois plus tard, elle vaut tout juste un peu plus de 2 fois sa valeur en bitcoin. Donc une perte de 50%. Donc comment expliquer unique ou en dehors de la spéculation pure, comment des entreprises, en annonçant et en détenant uniquement des bitcoins, voient leur valorisation atteindre des niveaux supérieurs à leur valeur en bitcoin, des fois sur des multiples de 3, 5, 10 fois. Pour moi, ça n'a aucun sens. Donc pour moi, c'est le symptôme, c'est le niveau supérieur. On a franchi une nouvelle étape au niveau de la bulle. Alors, moi, je vais te répondre parce qu'on en avait déjà parlé un petit peu en off, et en fait, pour tout dire aux personnes qui vont regarder la vidéo, c'est un débat qu'on avait commencé à ouvrir ensemble sur WhatsApp. On s'est dit que la discussion était franchement intéressante, et donc on voulait vous partager un peu les tenants et les aboutissants de cette discussion. En effet, moi, ce que je disais à Franck, c'est que sur le long terme, en tant qu'entreprise, d'avoir 1% de son cash à long terme en Bitcoin, je suis pas complètement choqué. Si c'est pour le coup d'avoir 100% de sa trésorerie qui est en Bitcoin, sachant qu'on sait pas le pricer et qu'en fait ça reste un asset spéculatif, qu'on en ait confiance et qu'on se dise qu'il est en train d'être institutionnalisé, c'est complètement autre chose. Et là, en fait, ce que toi tu es en train de décrire avec ce critère-là, c'est de dire qu'il y a de plus en plus de boîtes qui essayent d'améliorer la valorisation de leur boîte simplement parce que le fait d'avoir un Bitcoin va amener un multiple de valorisation plus important. Et donc en fait, c'est spéculer sur la spéculation. Et donc en ça, bah, effectivement, je suis très mal à l'aise. Et de la même manière qu'on s'intéresse, toi plus particulièrement au marché coréen, qu'il y a des boîtes coréennes qui ont des montagnes de cash et qui vont venir investir dans le S&P 500 plutôt que de redonner de la valeur aux actionnaires. Alors là, on est dans une logique un peu plus méta puisqu'il s'agit d'investir dans le Bitcoin, mais le fondamental est le même. Si on parle de trésorerie de très long terme et que la boîte en question met 1% de sa trésorerie en Bitcoin, je suis pas choqué si elle imagine et que son narratif c'est de dire que c'est l'or numérique. Si c'est toute sa trésorerie, alors qu'on est sur un asset que je sais pas Attention, pricer, là effectivement je me pose beaucoup plus de questions. non, c'est plus que c'est plus que toute la trésorerie parce que la stratégie est complètement modifiée. Les boîtes font des augmentations de capital ATM, donc sur les marchés en vendant des actions, plus des émissions obligataires pour acheter encore plus de Bitcoin. Donc c'est pas placer la trésorerie, c'est émettre du capital, Ah s'endetter ouais. pour acheter du Bitcoin. Donc c'est plus qu'une stratégie de placement de trésorerie, c'est devenu euh, un nouveau paradigme. Le Bitcoin va aller jusqu'à 1 million, 2 millions. Aujourd'hui, on est à 113 000 dollars à peu près, le Bitcoin. Et donc, plus tu accumules et plus tu valorises ta boîte. Ça marche très bien. Ces boîtes-là, en fait, rationnellement, ces boîtes-là ont raison de le faire vu que le marché octroie des multiples déraisonnables sur le fait que tu détiennes du Bitcoin. À court terme, elles ont raison de le faire. Je sais pas ce que ça va donner à moyen terme. Mais à court terme, moi, si demain je crée une boîte, j'achète 1000 bitcoins et c'est valorisé pour 2000 bitcoins, j'aurais raison de le faire. Pourquoi je m'en priverais? Le marché a de l'appétit pour ça. Mais bon, le côté rationnel est quand même, c'est quand même compliqué de justifier ce niveau de valo et c'est quand même compliqué de justifier ces multiples. Donc là, j'avais regardé, t'as un site qui suit toutes les boîtes qui détiennent du bitcoin. Juste le bitcoin, hein, parce que t'as des boîtes qui tiennent de l'Ether, qui sont d'autres cryptos et tout. Donc juste le bitcoin, aujourd'hui, t'as 163, 164 boîtes cotées qui en détiennent. Donc c'est dingue. Je pense on a eu les ICO, on a eu les NFT, on a eu les Bitcoin Treasury Company. C'est peut-être la fin de la bulle là. Ça commence tout doucement à se dégonfler. T'avais MicroStrategy qui était valorisé jusqu'à 3 fois sa valeur Bitcoin. Là maintenant, on n'est plus que 1,8 fois. Donc tu vois il commence à y avoir des calculs. Les gens font des arbitrages. Le truc qui est intelligent à faire, enfin intelligent, smart dans le sens rationnel,
t'achètes des bitcoins et tu shorts ces boîtes juste pour capter le gap de valorisation. Après, attention, parce que comme elles sont un levier qui a continué à en acheter, et tant que ça monte, tu peux avoir une valorisation qui explose à la hausse pour ces boîtes, et tes bitcoins, il reste tes bitcoins. Donc, Donc en il fait, y a ce des serait choses à une faire si sorte tu de veux faire long tenter short quelques arbitrages. Bitcoin versus boîte Treasury compagnie, quoi. Ouais, c'est ça. Tu peux faire ça pour justement pour que le spread de multiples de valos se réduise. Et donc, toi, comme tu as tes bitcoins à côté, et ben finalement, c'est pas être pro ou contre Bitcoin, c'est juste que tu veux réduire, tu veux, tu veux capter ce gap. Et ça, c'est un moyen, je dirais rationnel, peut-être pas d'investisseur dans la valeur, mais si tu veux chercher des moyens de diversifier un peu ton patrimoine et de faire quelques gains sympathiques, je pense que c'est possible. C'est moins le cas aujourd'hui, hein. Quand Metaplanet, ça valait 5 fois ses bitcoins. C'était intéressant de le faire. À 2 fois les bitcoins, c'est un peu moins rationnel. Il faut voir le prix, le coût d'emprunt d'emprunter ces titres pour les vendre à découvert. Donc, tu as quand même quelques trucs à faire de façon rationnelle pour capter un petit peu cette euphorie. Bon, en tout cas, c'est passionnant et je pense que vous aurez vu, voilà, autour de ce débat. Moi, je suis hyper curieux de voir un peu en commentaire si vous possédez aujourd'hui dans votre stratégie, votre portefeuille, des bitcoins ou d'autres crypto-monnaies, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec nos arguments. Et vous voyez que, Franck et moi, on n'est pas forcément d'accord sur tout, mais on échange là-dessus. Et en prime, vous avez vu tous les deux, on vous parle de ce qu'on pourrait octroyer si jamais on devait avoir des bitcoins, combien on en intégrerait dans notre stratégie. Et aussi cette idée, Franck, je sais pas si on peut parler de forme d'arbitrage là-dessus ou ça a un nom particulier, ce fait de faire de ce type de long short ou il y a un nom particulier à ça? Ouais, c'est un long short. Après, moi, je considère que c'est un arbitrage dans le sens, c'est un arbitrage théorique. Après, comme les boîtes, elles évoluent, style Metaplanet, MicroStrategy, comme elles évoluent, elles achètent beaucoup de bitcoin, elles émettent des actions, elles émettent des obligations. Faut vraiment suivre parce que tu peux avoir les ratios. En fait, la survalorisation, ça peut se réduire et augmenter. Ça demande un suivi très fin. Donc vraiment, si vous êtes intéressé, faites-le de façon rationnelle. Ayez un suivi très particulier. On conseille rien. Surtout, ne le faites pas si vous n'êtes pas un investisseur professionnel aguerri et que vous avez le pouvoir y consacrer beaucoup de temps. Mais ce moyen-là, moi, ça me semble assez pertinent. Comme toujours, de toute façon, faites votre propre due diligence, faites vos calculs et regardez bien si ça vous semble pertinent par rapport à votre stratégie. Il n'y a pas de martingale. Je pense que chacun doit avoir un ratio risque, liquidité, je rajoute souvent ce terme, qui lui correspond. Donc, faites évidemment vos devoirs là-dessus. En tout cas, Et passionnant, j'aurais une on petite, suivra. Tu l'as dit, ouais, j'aurais une Franck, on est à petite 113 question. 000 aujourd'hui Ouais. de Bitcoin. Et j'aurais un dernier sujet peut-être à évoquer avec toi, on va dire plus macro autour du Bitcoin. Ok, moi je voulais demander si en commentaire ou euh, est-ce que on peut être un investisseur entre guillemets dans la valeur value et avoir du Bitcoin dans son patrimoine? Est-ce que c'est compatible? Moi j'ai du mal sur le côté intangible. Je sais que ça a un potentiel infini, donc ça devrait avoir une place dans un portefeuille, mais j'ai du mal à le faire. Est-ce que vous pensez quel que soit son profil d'investisseur, quel que soit son horizon d'investissement, on devrait avoir du Bitcoin ou des crypto-monnaies en portefeuille? Dites-le nous, faites-le nous savoir. Et moi, j'avais un dernier sujet à traiter qui me turlupine un peu, parce qu'aujourd'hui, le Bitcoin est principalement corrélé en dollars. Quand on achète finalement du Bitcoin, on l'achète par rapport à sa parité en dollars, et on le voit avec la direction que prend les États-Unis aujourd'hui en se désengageant, on va dire, de son impérialisme économique et en affaiblissant finalement la valeur du dollar. Ça a aussi un impact sur le prix du Bitcoin par essence, puisque le Bitcoin est corrélé avec sa parité dollar. Je suis curieux d'avoir ton avis peut-être pour conclure là-dessus. Après, c'est-à-dire que non, mais le Bitcoin, si tu peux trouver tous les arguments pro-Bitcoin, ça protégeait de l'inflation, c'est des réserves de valeur. Tu peux toujours trouver des arguments pour. Et si le marché, si les investisseurs, si les spéculateurs sont d'accord avec tes arguments, eh ben, ils vont acheter du Bitcoin. Moi, j'en sais rien. De le côté, il y a un nombre de Bitcoin défini, donc c'est forcément déflationniste. Je sais pas. On Bon, en tout peut cas, vous trouver nous tous les direz. arguments positifs. Ouais, là aussi, vous nous direz en commentaire si c'est un argument qui vous parle ou pas. En tout cas, sujet passionnant. On l'a dit, on est début août et le Bitcoin est aux alentours de 113 000 dollars. Donc, on sera curieux de voir son évolution. Et évidemment, si demain une crise se profile, on sera évidemment curieux du comportement de Bitcoin. Est-ce que le Bitcoin se comportera comme l'or en valeur refuge ou alors comme un actif spéculatif? Réponse à la prochaine crise. Ça marche. Merci César, à Merci bientôt. beaucoup. Salut tout le monde. Ciao.